Bonjour à tous et bienvenue sur Ecologia. Cette vidéo est la suite de ma dernière vidéo 9 limites pour survivre. Alors il n'y a pas d'obligation mais je vous recommande quand même de regarder cette vidéo pour comprendre qui est Johan Rockström et qu'est-ce qu'une limite planétaire. La vidéo s'affiche maintenant en haut de votre écran. Voilà, donc si vous êtes encore avec moi, on passe à présent à la 6e limite planétaire. Lorsque j'ai commencé à étudier la limite des nouvelles entités dans la biosphère, je vous avoue, j'ai trouvé le nom très intriguant. Mais en fait, en effectuant des recherches, je me suis rendu compte que les nouvelles entités étaient le nom pour désigner la pollution chimique. Et lorsqu'on parle de pollution chimique, celle qui peut nous venir directement à l'esprit, c'est la pollution des gaz d'échappement des véhicules à combustion, ou celle venant des émissions industrielles. Cependant, la pollution chimique, c'est bien plus que ça. La pollution chimique inclut le plastique, les métaux lourds, les polluants organiques persistants, à savoir les PFAS, que vous avez peut-être déjà entendu dans l'actualité. Et en fait, c'est difficile de tous les citer, puisqu'on estime qu'il existe environ 350 000 produits chimiques dans le monde. Mais malgré cette variété, on arrive quand même à dresser le schéma type de la vie d'un polluant. Et pour comprendre ce schéma, on va prendre l'exemple du plastique, l'un des polluants les plus présents dans l'environnement. Pour simplifier, on peut décomposer le parcours du plastique en 3 grandes parties. La première, c'est l'extraction et la production. Notre plastique, comme la plupart des polluants chimiques, est à la base extrait de ressources naturelles. Dans notre cas, c'est du pétrole brut. Avec ce pétrole, on produit du plastique pour fabriquer divers produits, comme des bouteilles en plastique, des emballages, des sacs plastiques, tout ça pour répondre à nos besoins. Dans un second temps, notre plastique et en général tous les autres polluants, s'ils ne sont pas bien traités, atterrissent dans l'environnement et sont transportés par les cours d'eau jusqu'à la mer et aux océans. C'est le relâchement et la distribution. Enfin, les conséquences apparaissent dans notre troisième partie, celle qu'on nomme l'exposition et la perturbation. L'exposition signifie que ces nouvelles entités s'exposent aux autres composants terrestres, et la perturbation indique que ces nouvelles entités impactent les processus du système terrestre, comme le cycle de l'eau qu'on a vu dans la dernière vidéo. Alors il est impossible de citer toutes les conséquences qu'entraîne l'apparition de nouvelles entités dans l'environnement, cependant il y a 2 axes qui se distinguent largement. Le premier axe, c'est la perte de biodiversité. Elle peut être causée suite à l'utilisation intensive de pesticides ou encore à l'ingestion d'entités toxiques chez les animaux. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est qu'il n'y a pas seulement la biodiversité qui est menacée, c'est aussi notre santé. Et je reprends l'exemple des PFAS dont vous avez sûrement entendu parler récemment, qui sont des polluants organiques persistants. Et être exposé à ces polluants sur le long terme, ça impacte notre santé, avec par exemple une usure prématurée du foie ou encore le risque de contracter certains cancers. Vous avez la liste complète en description si vous voulez comprendre les risques des PFAS, mais voilà, je sais que c'est pas un sujet très joyeux et j'en suis désolé. Promis, la prochaine limite planétaire elle est plus joyeuse que ça, mais entre temps, si vous voulez avoir plus d'informations sur les PFAS, je ne peux que vous recommander d'aller voir le film Toxic Bodies de Camille Etienne et Solal Moisan. Vous êtes toutes et tous contaminés. Les PFAS, c'est une famille de substances chimiques qui sont fabriquées par l'homme, qu'on ne retrouve pas naturellement dans l'environnement. La première fois qu'on a découvert des PFAS, en fait c'était un accident. Les PFAS ont des effets sur notre santé avant même qu'on naisse. C'est pas tant au moment où on fait frire notre œuf dans notre poêle qu'on est contaminé, mais déjà avant à la fabrication. Le temps que va mettre l'organisme pour se débarrasser d'un PFAS est extrêmement long. Où on dit qu'il faut 90 jours pour mettre un produit chimique sur le marché et 20 ans pour l'en retirer. La limite planétaire qu'on va à présent évoquer, elle fait vraiment du bien au moral. Laissez-moi donc vous raconter la success story de la couche d'ozone. La couche d'ozone à la base, c'est l'une des 9 limites planétaires évoquées par Johan Rockström dans son modèle. Et cette limite, dans les années 70-80, avant qu'on connaisse le modèle de Johan Rockström, elle inquiétait déjà plusieurs scientifiques. Mais avant de comprendre pourquoi elle a affolé le monde scientifique, laissez-moi vous expliquer ce qu'est la couche d'ozone. Si aujourd'hui on devait représenter la couche d'ozone, on dessinerait une surface large de 40 km environ et qui engloberait la Terre. Et la couche d'ozone joue un rôle crucial pour la vie puisqu'elle agit comme un bouclier qui filtre les rayons UV du soleil considérés comme dangereux. Seulement dans les années 70-80, le pouvoir d'achat des foyers augmente et on constate une demande accrue des produits de consommation courante tels que des réfrigérateurs ou des appareils de climatisation. Avec le progrès technique, ces nouveaux appareils contiennent des CFC, c'est-à-dire des chlorofluorocarbures, une sous-classe de gaz ultra populaire à l'époque de par leur stabilité et leur non-toxicité. Seulement la mise sur le marché des CFC inquiète certains scientifiques comme Mario Molina ou encore Frank Sherwood, prix Nobel de chimie en 1995. Ces 2 scientifiques alertent pour la première fois en 1974 que les CFC appauvrissent la couche d'ozone.
Dans le rapport, il conclut qu'un seul atome de chlore issu d'un gaz CFC pouvait détruire 100 000 molécules d'ozone. Et dans le même temps, sur les images satellites, on observe alors des trous se formant un peu partout autour de la Terre, et notamment au niveau des pôles. Donc il y a une question qui nous vient tous à l'esprit, quelles sont les conséquences de ces trous dans la couche d'ozone ? Déjà pour nous, la perméabilité de la couche d'ozone laisse entrer plus facilement les rayons UV dans l'atmosphère terrestre, et augmente le risque de dommages pour la santé humaine, tels que le cancer de la peau ou encore une baisse du système immunitaire. Et la raison pour laquelle j'ai adoré faire ce sujet, c'est qu'on a notre petite success story. En 1987, le protocole de Montréal réunit plusieurs pays pour interdire l'utilisation des gaz CFC. « 24 d'entre eux signent le jour même cet accord, et en 2009, on dénombrait 196 pays signataires du protocole de Montréal, ce qui en fait le premier traité à atteindre la ratification universelle dans l'histoire des Nations Unies. Et depuis la signature du protocole de Montréal, les émissions de gaz CFC ont réduit de plus de 99%. Et leur utilisation est depuis 2010 interdite, sauf dans le domaine médical où les CFC sont encore indispensables. Et même s'il va falloir encore lui laisser un peu de temps, la couche d'ozone montre déjà des signes d'amélioration. Est-ce que vous connaissez le point commun entre une tempête de sable, une éruption volcanique et l'embrun formé par les vagues? C'est ce qu'on va voir dans notre 8e limite planétaire, celle des aérosols. Lorsqu'on parle d'aérosols, la première chose qui nous vient en tête, ce sont ces produits qu'on utilise au quotidien, comme les déodorants, les sprays fixants. Et ce sont véritablement des aérosols puisque ces produits pulvérisent des particules. Cependant, lors de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il existait toute une autre gamme d'aérosols, moins familiers, mais tout aussi importants. Et si je vous disais qu'il existait des aérosols naturels? Donc le point commun entre une tempête de sable, une éruption volcanique ou l'embrun des vagues, c'est que ce sont aussi des aérosols, mais naturels. On a donc deux catégories, des aérosols naturels comme on vient de citer, mais aussi des aérosols d'origine humaine, comme les déodorants et d'autres aérosols qui sont un peu plus problématiques. On peut citer par exemple les émissions de suie et de combustion rejetées par les véhicules à moteur, ou encore les émissions industrielles rejetant diverses particules comme des métaux lourds. Et lorsqu'on compare les aérosols d'origine naturelle et ceux d'origine humaine, la grande majorité des particules dans l'environnement sont d'origine naturelle. Mais alors quel est le rôle de l'homme et pourquoi les aérosols font partie des 9 limites planétaires si la plupart des particules sont rejetées par la nature? En fait, certaines particules comme celles produites par les feux de forêt ou les incendies peuvent être nocives. On se souvient encore des feux de forêt au Canada l'année dernière qui ont généré des brouillards orange au-dessus des grandes villes américaines. Et bien que ces particules soient d'origine naturelle, on comprend avec cet exemple que nous avons une part de responsabilité et que nos actions provoquent des rejets de particules supplémentaires. Alors quelles sont les conséquences de l'augmentation de particules dans l'environnement? Premièrement, pour notre santé, plusieurs études que je vous ai mis en description ont montré que l'exposition à ces particules augmentait le risque de contracter des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Et en ce qui concerne l'environnement, les particules peuvent avoir plusieurs conséquences. Un exemple parmi tant d'autres, c'est que certaines de ces particules pénètrent dans les sols et les cours d'eau, affectant ainsi la croissance des plantes et la santé des écosystèmes. On arrive bientôt à la fin de la vidéo, il ne reste plus qu'une limite à évoquer, et c'est sûrement la plus connue, ou en tout cas c'est celle dont on parle le plus dans les médias. Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Bonjour Adrien Stalter. Bonjour. Si j'avais un reproche à faire au changement climatique, c'est que selon moi cette limite est omniprésente. Alors ça reste mon avis personnel, mais je trouve que parfois on se focalise trop sur le réchauffement climatique, ce qui fait qu'on oublie les autres limites planétaires qui sont tout aussi importantes. Et c'est le message que je voulais faire passer à travers cette vidéo, c'est que l'écologie ne se résume pas au réchauffement climatique et qu'il existe d'autres limites avec des conséquences tout aussi importantes que le réchauffement. Cependant, ça reste une limite importante à connaître et pour la comprendre, il faut revenir à la base. Notre Terre reçoit en permanence de l'énergie provenant du Soleil. Dans l'atmosphère, plusieurs gaz appelés gaz à effet de serre absorbent une partie du rayonnement solaire et réchauffent la planète. Et ces gaz sont vitaux, puisqu'on estime que sans eux, la température de la planète s'élèverait à moins 19 degrés en moyenne, au lieu des 15 degrés actuels.
Seulement l'être humain avec ses activités vient interférer le processus naturel des gaz à effet de serre. On peut citer la déforestation, l'agriculture intensive ou encore l'utilisation d'énergies fossiles, qui sont toutes les trois des activités relâchant une grande quantité de CO2 et de méthane dans l'air, ce qui accentue le processus des gaz à effet de serre et, in fine, réchauffe la planète. Selon les rapports du GIEC, depuis 1850, la Terre s'est réchauffée de 1,1 degré. Et sur notre lancée, les scientifiques prévoient que la Terre atteindra les 1,5 degrés d'ici 2030. Mais alors quelles sont les conséquences de cette augmentation ? En fait, le dérèglement climatique a des conséquences sur plusieurs limites planétaires qu'on a évoquées. Plusieurs impacts sont relevés sur notre biodiversité, mais aussi sur notre cycle de l'eau, avec des périodes de sécheresse plus importantes, ou encore sur l'acidification des océans. Ce qui est intéressant à étudier, c'est savoir quels secteurs émettent le plus de CO2 à l'échelle mondiale. Selon le dernier rapport du GIEC, à l'échelle mondiale, c'est la production de chaleur et d'électricité qui est le secteur émettant le plus de CO2. Suivi de près par l'agriculture et l'utilisation des sols, l'industrie avec 21% et les transports 14%. Le problème avec ces chiffres, c'est qu'on ignore ce qu'ils incluent. Par exemple, est-ce que le CO2 généré par la déforestation est inclus dans l'agriculture et l'utilisation des sols ? On ne sait pas vraiment. Alors oui, il existe des solutions pour réduire nos émissions de CO2. On peut prioriser les transports en commun, on peut adapter nos régimes alimentaires, on peut avoir de meilleures isolations pour nos bâtiments, et ça c'est seulement quelques solutions parmi tant d'autres. Mais le revers de la médaille, c'est que souvent ces solutions nous demandent de faire des concessions, et c'est là où ça coince un peu. Alors mon but c'est pas de vous dire quelles concessions il faut prioriser, ça je laisse votre libre arbitre décider. Mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous cale en description 2-3 articles hyper intéressants à lire pour comprendre que nos actions individuelles sont tout aussi importantes que nos actions collectives. Voilà, vous connaissez à présent les 9 limites planétaires. C'était un sujet ultra intéressant à étudier, mais il y a quand même une question qui m'a trotté l'esprit. Est-ce qu'on serait pas en train de se biaiser notre vision du monde en utilisant ce modèle ? Et ça peut paraître bête comme question, puisque Johan Rockström et son équipe ont passé des années à établir ce modèle et ces 9 grands processus, mais intérieurement je me suis toujours demandé, est-ce que les seuils sont bons ? Est-ce que les limites concordent et sont correctes ? Puis je me suis rappelé qu'en fait un modèle, au final, il était fait pour être changé, pour être modifié, pour être amélioré. Et je veux dire en général, pas uniquement dans le domaine du développement durable, mais un modèle c'est fait pour être révisé. Et puis je me suis rappelé que le modèle de Johan Rockström est révisé tous les 6 ans. Et heureusement que les limites planétaires sont révisées, car l'eau verte que je vous ai présentée dans la dernière vidéo avec le cycle de l'eau n'a été découvert qu'en 2022. Ce qui veut dire que dans les prochaines années, et ça j'en suis certain, le modèle de Johan Rockström va être changé, va être amélioré par le centre de recherche, mais aussi par d'autres scientifiques qui ont pris part à ce travail. Souvenez-vous de Kate Raworth dans la première vidéo, qui était l'autrice et économiste britannique. Eh bien figurez-vous que cette personne a sorti un livre en 2018 qui a permis d'améliorer le modèle de Johan Rockström. Ce livre s'appelle La théorie du donut et vraiment je l'ai adoré. Pour le résumer rapidement, ce livre implémente un autre facteur que le facteur environnemental, c'est l'aspect social. Kate, lorsqu'elle découvre le modèle de Johan Rockström, elle comprend qu'il y a donc des seuils maximaux, donc des seuils pour l'environnement, qu'elle appelle donc le plafond. Mais Kate Raworth, elle pense aussi qu'il y a un seuil minimal à avoir de consommation pour notre justice sociale. Elle intègre donc une autre limite à ce modèle qu'elle appelle le plancher. En fait, elle estime que les pays ont besoin d'un minimum de ressources pour se développer, comme l'accès à l'eau, aux soins, à la nourriture, ce qui représente un seuil minimal de consommation. On a donc un nouveau modèle en forme de donut qui apparaît, avec à l'extérieur nos 9 limites planétaires et à l'intérieur nos limites sociales. Et le but c'est de se situer dans la partie verte pour n'impacter ni nos limites planétaires, ni nos limites sociales. Alors je pense que le modèle de Kate nécessite une vidéo complète pour l'étudier en profondeur, mais entre temps si vous vous intéressez à l'économie et à l'écologie, vraiment je vous recommande d'aller lire ce livre. Kate en fait elle a vraiment le don de remettre en question nos modèles économiques qu'on utilise depuis des décennies, donc voilà, si vous voulez prendre un uppercut, un choc, vraiment allez voir ce livre. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, alors j'ai rien préparé pour cette dernière partie, mais voilà, je voulais juste d'abord vous remercier vous pour votre soutien. Ça fait depuis février du coup qu'on est sur cette saison, et c'est la première fois que je m'investis autant pour un projet, donc déjà merci à vous. J'ai essayé de faire comme j'ai pu pour comprendre moi les 9 limites planétaires, puis ensuite les retranscrire, et ensuite vous les faire comprendre. Mais voilà, j'insiste énormément parce que c'est l'une des valeurs de cette chaîne. Ayez votre propre esprit critique, allez faire un tour dans les sources que je mets en description. C'était Ecologia, merci d'avoir suivi cette vidéo.